Nous sommes le tout premier jour de ce mois de juillet 2019. Bienvenue dans le journal de RTI 1, les titres. Les épreuves écrites du CEPE se sont déroulées ce lundi partout en Côte d'Ivoire. 551 168 candidats ont composé dans les épreuves d'exploitation de texte, éveil au milieu, texte lacunaire et mathématiques. Les résultats sont attendus pour le 15 juillet prochain. Un accord portant réforme de la commission électorale indépendante a été signé en fin de semaine dernière par le gouvernement ivoirien et les partis membres de l'opposition. Quels en sont les points essentiels? Quelles sont les étapes pour sa mise en œuvre effective? Nous en parlons ce soir avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Un important volet du plan social du gouvernement de Côte d'Ivoire porte sur l'électrification rurale et il est en cours de réalisation sur tout le territoire national. Nous en parlerons dans ce journal, notamment des localités dernièrement électrifiées dans les zones de Grand Laou et d'Issia. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur RTI 1 pour une nouvelle session de l'information. Communiqué officiel de la présidence de la République de Côte d'Ivoire adressé à Madame Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Madame la gouverneure, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour vous exprimer des vœux sincères de santé et de bonheur pour votre excellence ainsi que de paix, de progrès et de prospérité pour le peuple canadien. Je voudrais enfin vous réitérer ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays pour le bonheur de nos populations respectives. Haute considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, nous parlons ce soir de la réforme de la commission électorale indépendante CEI, une réforme engagée depuis janvier 2019 par le gouvernement ivoirien qui depuis lors a eu plusieurs rencontres avec les partis politiques de l'opposition dans le cadre du dialogue politique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, est avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, vous avez un communiqué du gouvernement. Nous vous écoutons. Merci. Communiqué du gouvernement. Depuis le 21 janvier 2019, sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement a initié avec l'ensemble des partis et groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile un dialogue politique sur la recomposition de la commission électorale indépendante. La mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du chef de l'État de renforcer les conditions propices à des élections apaisées dans notre pays. Ainsi, le mercredi 26 juin 2019, les parties prenantes au dit dialogue ont procédé à la signature du rapport sanctionnant la fin des travaux réalisés, aussi bien en séance plénière qu'au sein des comités restreints de haut niveau de discussion. Pour rappel, ces échanges font suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016 demandant à l'État de Côte d'Ivoire la recomposition de la CEI en vue de la rendre plus équilibrée. 4 séances plénières d'information et d'orientation et 6 rencontres en comité restreint de haut niveau de discussion ont été organisées entre le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile. Il convient de souligner l'esprit d'ouverture qui a prévalu chez tous les participants, preuve que les Ivoiriens, de sensibilités différentes, peuvent se retrouver autour d'une table pour aborder avec sérénité et responsabilité des sujets engageant la vie de la nation. Les conclusions des travaux laissent apparaître des points d'accord, mais aussi des points de divergence, révélant à l'évidence une pluralité d'approches pour la recomposition de l'organe en charge des élections.
Le rapport final sera transmis au Conseil des ministres pour être examiné par le gouvernement. Il servira de base à l'élaboration d'un projet de loi portant modification de la loi sur la CEI qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Au terme de ce dialogue politique, le gouvernement tient à réaffirmer son ferme engagement à tout mettre en œuvre pour renforcer les conditions nécessaires à des élections justes, démocratiques et transparentes dans notre pays en 2020. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre. Alors, vous l'avez dit, la société civile a participé fortement à ces échanges. Cependant, certains groupements politiques n'ont pas pris part aux travaux. Est-ce que vous ne pensez pas que cela est un frein à ce dialogue politique inclusif que le gouvernement ivoirien a voulu? Absolument pas, madame, parce que nous noterons que sur 9 groupements politiques conviés de façon régulière à ces travaux, 7 ont effectivement pris part à toutes les phases et cela a pu donner, n'est-ce pas, naissance à un document qui a été paraphé par l'ensemble des participants. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'entame des travaux, pour les séances plénières présidées personnellement par M. le Premier ministre, l'ensemble des acteurs politiques ont été présents, y compris ceux qui n'ont pas pris part aux travaux en comité restreint. C'est lorsqu'il s'est agi de travaux en comité restreint de discussion que les 2 partis politiques, notamment le PDCRDA et EDS, ont estimé que pour des questions relatives au terme de référence, ils ne pouvaient pas prendre à ces travaux. Nous notons pourtant que nous les avons régulièrement conviés. Des démarches ont été entreprises, des réponses ont été apportées à leurs préoccupations, mais malgré cela, ces 2 partis n'ont pas, en tout cas, pris part à ces différents travaux. Nous avons cependant la satisfaction de faire le constat que les préoccupations exprimées par ces 2 partis qui appartiennent à un groupement dont certains membres ont pris part aux travaux, ces préoccupations ont également été prises en compte dans, n'est-ce pas, l'examen de toutes les propositions qui ont été faites. Donc, nous avons regretté l'absence, certes, de ces partis, mais nous avons pris toutes les dispositions, sur instruction du président de la République, de faire en sorte que ces échanges soient totalement inclusifs. Et des courriers ont été régulièrement adressés. À chaque question, nous avons essayé d'apporter des réponses, mais malheureusement, les 2 partis en question n'ont pas accepté de prendre part aux travaux avec, n'est-ce pas, le reste des partis politiques et des membres de la société civile. Alors, Monsieur le ministre, à des échanges inclusifs, un accord trouvé, quelle est la suite du processus pour parvenir à une mise en place effective de la nouvelle commission électorale indépendante? Alors, maintenant que nous avons les propositions de l'ensemble des acteurs, à la fois politiques que des acteurs de la société civile, ces propositions qui apparaissent aujourd'hui sous forme de rapport final vont être adressées au gouvernement, qui pourra donc élaborer, à partir de leur contenu, élaborer un projet de loi modificatif de la loi de 2014 sur la commission électorale indépendante. Cette loi, ce projet de loi, une fois adopté en Conseil des ministres, fera l'objet de transmission à l'Assemblée nationale pour que les élus du peuple, de façon souveraine, puissent l'examiner dans tous ses contours. Après cet examen et son adoption, cette loi devient donc une loi de la République qui va permettre donc de demander aux différentes entités retenues pour faire partie de la CEI de communiquer les noms de leurs représentants. Ces noms seront également transmis au gouvernement pour que le président de la République prenne un décret les nommant de façon individuelle au sein de cette commission. Après cette nomination des membres de la commission électorale indépendante,
il sera demandé aux doyens d'âge de cette commission de convoquer la première réunion de la nouvelle commission électorale indépendante. Et cette première réunion aura pour objet la mise en place du bureau. Dès la mise en place du bureau donc, de la nouvelle commission électorale indépendante, cet organe devient opérationnel et pourra démarrer ses travaux. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions sur la réforme de la commission électorale indépendante. On parle également de réforme de la commission électorale indépendante à Paris, en France. Le porte-parole principal du RHDP a rencontré sur place les militants de son parti au sein donc de la capitale française. Au cours de cette rencontre, il leur a demandé de fédérer toutes les énergies pour l'implantation du RHDP en Europe. Et il s'est prononcé donc sur cette commission électorale indépendante en cours de modification. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Une Côte d'Ivoire rassemblée autour du président Alassane Ouattara pour le triomphe du RHDP. Thème de la rencontre entre le porte-parole principal du Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix et les militants de ce parti en France. Selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, les militants RHDP de France ont vu juste en s'engageant pour le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, en peu de temps, a abattu un travail titanesque pour le pays, a-t-il estimé. Kobena Kwasi Adjoumani a saisi l'occasion pour donner sa position en ce qui concerne la commission électorale indépendante. Depuis un moment, l'opposition a appelé à une réforme de la commission électorale indépendante, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au nom de la paix et en démocrate averti, le président Alassane Ouattara a accédé à cette demande et a appelé le parti au pouvoir, l'opposition et la société civile à des discussions sereines en vue d'aboutir à un consensus. Et pendant que ce dialogue se déroule de la plus belle manière, une partie de l'opposition, sous la conduite du PDCRDA d'Aoukro, décide de façon unilatérale de changer les règles du jeu en prétextant qu'il faille reprendre tout à zéro. Oui, il faut reprendre à zéro tout le processus électoral. Elle veut à tout prix imposer ces conditions au gouvernement et aux autres parties prenantes. Ce qui nous surprend, c'est que jeudi dernier, au cours de la réunion de son bureau politique, le président du PDCRDA d'Aoukro demande désormais que le président de la CEI soit désigné au terme d'un appel à candidature. Dans quel pays sommes-nous? Faire un appel à candidature pour choisir le président de l'institution qui doit organiser nos élections. Au terme de cette rencontre avec les militants RHDP de France, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani les a exhortés à parcourir toute l'Europe, ce pour l'implantation du RHDP. Pour rappel, ce sont plus de 12 000 hommes et femmes de valeur qui ont été nommés au Conseil politique, au Conseil national et au bureau politique du RHDP. Les membres du GPP ont aussi parlé des changements au sein de la commission électorale indépendante. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie de signature de la charte de la paix du groupement des partenaires politiques pour la paix. Et ils s'engagent à promouvoir la paix et la réconciliation nationale. Aboulaye Koné. C'est en présence des gardiens de la tradition et des guides religieux que les 13 partis politiques qui prônent l'apaisement et la cohésion sociale ont signé la charte de la paix. Nous avons signé la charte pour montrer notre engagement. Et il ne s'agit pas de dire qu'on est en plateforme ou on est en groupement politique sans que ce soit concrétisé. Et donc nous avons signé notre pacte pour concrétiser à la face de la nation que nous sommes ensemble, que nous avons un engagement commun qui consiste à la recherche de la paix, parce que nous voulons gouverner la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire, dans la paix, dans la tranquillité et dans la cohésion sociale.
Les partis membres du GPP entendent apporter leur pierre à l'édifice Côte d'Ivoire, mais surtout prendre pacifiquement toute leur place dans le débat politique. C'est par l'implantation de nos différents partis politiques qui a déjà commencé cette implantation-là et nous sommes sur le terrain déjà. Après cette cérémonie, nous allons investir encore sur le terrain parce qu'il faut que nous gagnions la bataille de l'opinion. L'opinion pour la paix, l'opinion pour le développement, l'opinion pour la cohésion sociale. Les garants de la tradition ne se sont pas contentés de bénir la cérémonie. Ils ont aussi exhorté les populations à l'entente et à la cohésion sociale pour une paix durable. Le président de la République, il est pour la paix. Et tout ce qu'il est en train de faire, on le remercie pour ce qu'il est en train de faire. 2020 qui arrive là, il faut que chacun mette de l'eau dans son verre. Le groupement des partenaires politiques pour la paix entend garantir un environnement paisible aux Ivoiriens. Pour la plateforme, la paix en Côte d'Ivoire passe aussi par la nouvelle commission électorale indépendante que tous les acteurs politiques appellent de leur vœu. Par ailleurs, Henriette Lagou a salué le gouvernement pour la prise en compte des propositions du GPP. L'autre actualité du jour en Côte d'Ivoire, les épreuves écrites de la session 2019 du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Plus de 550 000 candidats ont composé dans différentes épreuves. Stéphane Loboué et Franck Wadio. EPP Paillé 1, jour de composition pour le CEPE et l'entrée en 6e. La première épreuve, l'exploitation des tests, bien abordée selon cette candidate. J'ai bien compris les questions. Ici, 353 candidats. Ils reçoivent d'ailleurs la visite de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, venue pour l'ouverture officielle des épreuves du CEPE. Je souhaite que vous passiez 100% d'admis. C'est compris? Après la cité Paillet, cap sur Williamsville, toujours dans la commune d'Adjami. Au centre Saint-Kizito, la ministre a encouragé les jeunes candidats à éviter la tricherie, l'essentiel des conseils, une épreuve qui s'est bien déroulée selon Kandia Camara. Depuis quelques années, nous menons une lutte acharnée contre la fraude. Nous le faisons dans l'intérêt de nos élèves, dans l'intérêt du système éducatif, parce que nous voulons crédibiliser davantage nos diplômes. La ministre de l'Éducation nationale a aussi rassuré sur le bon déroulement du processus de l'écrit à la proclamation des résultats. Elle a souligné l'implication des différents syndicats d'enseignants. Ils sont 551 168 candidats pour 2024 centres pour cette session 2019 du concours du certificat d'études primaires élémentaires CEPE et de l'entrée en 6e. Dans la région du Lodjibois, 22 000 candidats ont passé ces épreuves du CEPE. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre la fraude pour cet examen de fin d'année. Salima Toudia. Sont 22 800 candidats répartis dans 94 centres de composition dans la région du Lodjibois. À prendre part ce lundi 1er juillet aux épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires et du concours d'entrée en 6e session 2019. C'est dans la commune de Lakota, au groupe scolaire Nadjib, que s'est déroulée la cérémonie officielle de lancement avant les visites des autres centres de la région. Les examens scolaires, les examens à grand tirage sont une étape importante dans la marche de tout État. Donc nous sommes heureux, la ministre la première, et sur toute l'étendue du territoire, les examens se passent dans un climat très apaisé. L'inspecteur général coordonnateur rassure quant aux dispositions antifraude. Pour nous, la dignité de l'enseignant est très importante et nous sommes pour la dignité de l'enseignant. Et nous souhaiterons que nos collègues fassent tout pour éviter de tomber dans la fraude. Pour le préfet du département de Lakota et le directeur régional de l'éducation nationale dans cette région, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Du côté des candidats, la sérénité est de mise. J'ai bien travaillé pendant l'année scolaire. Donc, je suis sûre que je vais mon entrée en 6e. Les résultats sont attendus pour le 15 juillet 2019. À Méagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et à Mbengue, dans le nord, élèves en classe de CM2 et candidats libres, tous ont passé cette journée de composition dans de bonnes conditions. Eugène Atoubé. Les candidats au CEPE à Méagui sont restés fidèles à leurs habitudes, les jours de classe ordinaire. Une petite collation avant d'entrer en classe. Il faut bien prendre de l'énergie
pour affronter les épreuves du CEPE. Dans les différentes salles de composition, les autorités administratives et éducatives de Miyagi procèdent au lancement officiel de l'examen. Un moment de grande attention des candidats à qui il est demandé de rester concentrés et sereins. Surtout, considérer l'examen de CEPE comme un devoir de classe ordinaire. Les consignes ont été données aux chefs de centre de faire en sorte que tout se passe bien. Les enfants, nous avons travaillé avec eux pendant 9 mois. Aujourd'hui, ils doivent faire ce qu'ils ont appris. Encourager nos enfants pour dire que 9 mois de labeur, donc c'est le jour J pour pouvoir mettre en exergue ce qu'ils ont appris. D'un centre d'examen à un autre, les candidats ont reçu les encouragements des autorités. Qui va aller en 6e, Qui va aller en 6e? Si tous ont exprimé leur volonté d'aller en 6e, chacun devra se concentrer sur les épreuves et prouver qu'il a bien assimilé les cours pendant toute l'année scolaire. Groupe scolaire Issa Coulibaly de Mbengue. C'est l'établissement que la direction régionale de l'éducation nationale du Poro a choisi pour le démarrage officiel de l'examen du CEPE dans cette région. Le top départ de la composition est donné par le directeur régional de l'éducation nationale, Yassine Koufi, accompagné du préfet du département de Mbengue. Les candidats reçoivent ses conseils et ses encouragements. On ne regarde pas sur le voisin, on se fait confiance entièrement. Les candidats composent dans la sérénité et la quiétude, rassurés de la visite des chefs religieux qui les accompagnent de leurs prières. On va tricher ici, la police nous attrape là, on va partir en prison. J'ai 26 ans, je n'ai pas honte de passer le CEP. J'aimerais souhaiter à mes collègues qui n'ont pas eu le courage de passer le CEP, je les invite l'année prochaine pour qu'ils viennent passer le CEP. Après Mbengue, le directeur régional de l'éducation nationale et ses collaborateurs ont sillonné d'autres centres d'examen, comme ici dans le village de Koni à l'heure de l'épreuve d'éveil au milieu. Pour le CEPE 2019, la région du Poro compte 17 435 candidats, dont la moitié composée de filles. Et les résultats sont attendus pour le 15 juillet prochain. La Côte d'Ivoire abrite la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce sera du 5 au 9 juillet à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale a visité ce lundi les différents sites d'accueil des participants et les salles qui vont abriter les travaux. Tout est fin prêt pour accueillir le monde parlementaire francophone ici à Abidjan. Moussa Konaté. Du 5 au 9 juillet, Abidjan va abriter la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pour cette rencontre internationale, rien ne doit échapper à l'organisation. Le président de l'Assemblée nationale visite les sites d'accueil à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les différentes salles pour les travaux et l'endroit prévu pour le dîner offert aux invités. Amadou Soumaoro rassure, tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de ce rendez-vous des parlementaires du monde francophone. Je me suis rendu compte à l'aéroport que toutes les conditions sécuritaires et d'organisation protocolaires sont mises en place. Le comité d'organisation, composé d'hommes et de femmes efficaces à l'œuvre, je peux rassurer les uns et les autres, je peux rassurer les Ivoiriens, je peux rassurer nos amis de la francophonie que la Côte d'Ivoire est enfin prête pour organiser cette grande fête de la francophonie. Sont attendus à cette 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie plus de 400 personnes issues de 83 pays. 4 députés membres de l'ancienne section Côte d'Ivoire de l'Assemblée parlementaire francophone se sont opposés à la nomination de nouveaux membres. Ils ont saisi la justice. Une assignation est donnée au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Kolo Coulibaly nous donne les détails de cette affaire. Le président délégué de la section de l'Assemblée parlementaire francophone de Côte d'Ivoire, d'Ascension face à la presse, il a dit être là pour éclairer la lanterne de l'opinion sur cette requête qui s'oppose à la modification de la section. La composition des groupes nationaux ou sections nationales doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale. L'obligation de conformer la composition de la section APF à la nouvelle configuration politique de l'Assemblée nationale est même confortée par les dispositions de l'article 5.1 des statuts de l'APF. Avons-nous encore besoin de spéculer sur la nécessité ou non de la modification de la section APF
intervenue le 17 avril 2019. Le droit ne résulte pas de la pure imagination. N'est-ce pas au nom de ces mêmes dispositions que l'ancien président de l'Assemblée nationale a procédé à la modification de la section par arrêté numéro 001 ANPT du 16 novembre 2017 suite au renouvellement du mandat parlementaire. Selon Dassansan, tous les groupes parlementaires ont été consultés pour la composition de la section ivoirienne de l'APF. On reste dans le domaine parlementaire. 11 projets de loi ont été adoptés en commission ce lundi. Ils ont été présentés par le ministre de la Justice, Sanson Kambilé. Et parmi ces textes, la ratification d'une convention internationale sur le mercure, une disposition qui vise à renforcer la lutte contre l'orpaillage clandestin. Kolo Koulibaly. 11 projets de loi adoptés devant les députés membres de la Commission des affaires extérieures, des autorisations de ratification d'accords internationaux. Il s'agit notamment de l'application des dispositions des Nations Unies sur la gestion et la conservation des stocks de poissons grands migrateurs, un accord relatif à la lutte contre la pêche illicite. Il est créé en mai 2000 une agence pour l'assurance du commerce en Afrique. La ratification de l'accord permettra de faciliter, entre autres, l'accès au financement pour les entreprises ivoiriennes. En 2012, l'Union africaine met en place l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. La ratification du traité présente plusieurs avantages pour les États signataires, à savoir la participation à une mutuelle de gestion des risques climatiques couvrant l'ensemble du continent et gérée par les pays africains. L'accès au logiciel Africa Risk Review, qui est un outil d'évaluation et de suivi des risques de l'insécurité alimentaire liée au climat en Afrique. Le renforcement des capacités des États à mieux faire face aux risques occasionnés par les catastrophes naturelles et autres événements météorologiques extrêmes. L'accès à des fonds d'adaptation au changement climatique. Adoption également des conventions sur la sécurité et la santé des travailleurs, sur le travail forcé et sur l'usage des produits chimiques par les compagnies. L'utilisation du mercure est interdite depuis 2013 avec la convention de Minamata. Cette convention oblige les gouvernements à élaborer des plans d'action nationaux obligatoires. Ces plans d'action nationaux doivent inclure des mesures pour éliminer les formes les plus néfastes d'utilisation du mercure, encourager des méthodes d'exploitation minière sans mercure, protéger les enfants et les femmes en âge de procréer et chercher à améliorer la santé des mineurs. Le ministre de la Justice a également fait adopter les autorisations de ratification des accords sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique, convention contre la torture et enfin une convention de l'UNESCO sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Le village de Tetia, dans le département d'Issia, est à présent sous tension électrique. Les populations peuvent profiter de la lumière. Ce sont 101 villages sur 117 qui sont aujourd'hui électrifiés. Salima Toudia. Avec ce geste simple, le village de Tetia est dans la lumière. Le ministre Mamadou Touré vient de procéder ainsi à la mise sous tension électrique de ce village du département d'Issia. Il intervient dans le cadre du programme social du gouvernement pour l'accès des populations aux services publics de qualité. Les 117 villages qui constituent Issia seront totalement électrifiés d'ici l'année prochaine. Le village de Zérégué, qui est un village à côté de Tetia, donc dans 2 semaines, verra donc le début des travaux pour son électrification. Donc on peut dire que Issia sortira totalement du noir d'ici l'année prochaine. Une réjouissance pour plus de 500 habitants qui sortent ainsi de l'obscurité. Nous sommes très contents parce que on vivait dans l'obscurité. Nos enfants vont à l'école la nuit même pour étudier, là c'est difficile. Maintenant que le courant est venu, nous sommes très contentes. Pour ça, on salue l'État. Le taux d'électrification de cette localité se voit ainsi amélioré. Sur les 117 villages du département d'Issia, 101 sont à présent électrifiés, contre 99 en 2011. Soit 86,32% de taux de couverture pour un total de 300 millions de francs CFA.
Les populations de Dongbo, village à 70 km de Grand Laou, ont également eu leur fête de la lumière. Le village a été raccordé au réseau électrique national dans le cadre du projet national d'électrification rurale. Patricia Omoitia. Un réseau électrique est un ensemble d'infrastructures énergétiques plus ou moins disponibles permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs d'électricité. Aujourd'hui, grâce à ce programme social du gouvernement, les populations du village de Dongbo, localité située à environ 70 km de Grand Laou, sont devenues consommateurs après plusieurs années d'attente. Que ces travaux ont duré pratiquement 3 mois. Voilà, nous avons démarré. D'abord, il y a eu des études qui ont été faites avec le conseil régional que nous avons accompagné. Voilà, après les études, nous sommes passés à l'acte jusqu'à ce que le village soit mis en service. Un bonheur pour les populations et la chefferie de Dongbo. Hébré Henriette, chef de village, a remercié le gouvernement pour le regard favorable sur son village. Pendant des années, nous sommes restés dans l'obscurité. Aujourd'hui, ce que les gens font en ville, on peut le faire, puisque s'ils boivent l'eau glacée là-bas, nous aussi on peut boire. Donc on voulait dire merci au gouvernement. Vraiment, ça nous plaît. Nous remercions vraiment le ministre. Que Dieu lui donne longue vie avec le président de la République. Qu'il fasse ça toujours pour les autres aussi qui en ont besoin. Ce projet de raccordement de plusieurs villages du département de Grand Laou au réseau national a permis de faire passer le taux de couverture de 32% à 33% fin 2018. Un programme électricité pour tous du gouvernement qui permet de réduire le coût de l'électricité dans les ménages à faible revenu. Le coût total des investissements pour les travaux l'électrification de ces localités sur la période 2012 à 2019 est de 700 millions de francs CFA et ont permis de générer 140 emplois temporaires. Vous avez passé de nombreuses décennies dans l'obscurité. La lumière vous est apportée aujourd'hui par son Excellence, M. Alassane Ouattara. Prenez-en soin. Évitez les branchements anarchiques et toute fraude sur le réseau électrique. Toutes les localités ayant au moins 500 habitants seront électrifiées d'ici 2020. L'ensemble des localités du département de Grand Laou seront électrifiées avant 2025 afin d'atteindre l'électrification totale du département de Grand Laou. Outre l'électrification, le programme social du gouvernement a prévu la réhabilitation d'environ 40 000 km de routes en terre sur le territoire. À mi-parcours des délais prévisionnels, 25 000 km ont déjà été traités. Un bilan satisfaisant. Lanciné Bakayoko. Exception faite pour la ville de Ouragayo qui a reçu 5 km de voies bitumées. Ce sont les pistes rurales de Gagnoua, Djiberoua, San Pedro Oumé, Yamoussoukro et Toumodi qui ont été visitées par les autorités en charge de l'entretien routier. Mais le projet qui s'étend à toute la Côte d'Ivoire a mobilisé beaucoup de technicité et généré de nombreux emplois. Pour faire ce travail, nous avons dû mobiliser 138 PME et 21 bureaux d'études. Sur la période des travaux, nous avons pu garantir par mois environ 600 ingénieurs et techniciens en génie civil. Et en termes de main-d'œuvre et d'autres emplois, nous pouvons capitaliser en moyenne par mois autour de 5 000 personnes. Les seuls problèmes sont liés aux caprices du climat. Les travaux sont souvent perturbés du fait des intempéries, entraînant parfois des pressions sur les délais de livraison. Il pleut abondamment à chaque instant. Et nous avons, dans la semaine, il peut pleuvoir sur 4 jours. Et ça ne nous permet pas de travailler sur une semaine continue. Nous avons des machines qui ne peuvent pas travailler, qui sont immobilisées pendant 4 jours et c'est ce qui nous coûte véritablement. Cette réhabilitation des routes de campagne représente un double enjeu. Premièrement, elle répond à une forte préoccupation des populations, liée notamment à l'accès facile aux services sociaux de base et au développement des activités agricoles. Deuxièmement, ces nouvelles pistes carrossables marquent la volonté des pouvoirs publics de lutter contre l'enclavement des communautés rurales par la facilitation de la mobilité des personnes et des biens. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte de couvrir tout notre réseau de routes en terre en matière d'entretien routier. C'est-à-dire chaque année, il faudra qu'on arrive à reprofiler pour que nos populations puissent faire sortir les cultures sur les marchés. L'objectif est vraiment largement atteint parce que ces travaux-là, on est à plus de 66%.
Tous ces travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier à hauteur de 47 milliards de francs CFA. African Women of the Future, un programme de formation et de renforcement du leadership qui a permis à 24 femmes d'échanger avec le ministre de la Communication en vue de renforcer leur leadership. Patricia Omoitia. African Women of the Future est un programme de formation au leadership féminin, initié par CEFIS, une association qui œuvre pour la promotion du genre, le leadership et le développement personnel. Pour cette deuxième édition, 24 jeunes femmes venues de 9 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont rencontré des leaders de la société. Pour cette édition, le choix s'est porté sur le ministre de la Communication. L'objectif est d'inspirer les jeunes femmes leaders à travers des modèles de réussite. Aujourd'hui, avec le ministre, ça a été un partage d'expérience. Étant lui un Iforchi, nous a beaucoup conseillé, nous a donné des conseils en termes de comment gérer dans le foyer et aussi comment impacter positivement notre environnement. Notre choix s'est porté sur le ministre Temoko Touré parce que d'abord il est jeune, donc on se reconnaît en sa personne et il a un très brillant parcours. Son histoire nous a personnellement touchés parce que parfois on pense qu'on en est arrivé là de fait, mais il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de travail et de courage et c'est ces valeurs-là que nous avons voulu partager aujourd'hui avec lui. Ce programme de mentorat et de leadership, initié par l'association CEFIS, vise à cultiver l'esprit d'excellence des jeunes femmes leaders. Pour le ministre de la Communication, l'association CEFIS a essentiellement pour ambition de faire de la nouvelle génération féminine des femmes leaders et d'ajouter qu'elles doivent se valoriser à travers leur parchemin. Au niveau du ministère de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes, il y a des projets et programmes qui sont faits pour ces personnes. Mais le meilleur accompagnement pour l'autonomisation d'une femme, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté, une sorte de coach qui les accompagne à prendre les meilleures décisions. Vous pouvez avoir les financements, mais si vous n'avez pas un bon coach, vous ne pouvez pas vous réaliser de la meilleure des façons. CEFIS est une organisation de jeunesse qui s'est engagée depuis 10 ans sur les questions liées au leadership et à l'autonomisation de la jeune femme. Du 1er au 4 juillet, Abidjan accueille la Convention sur la protection des côtières. 22 ministres de l'Environnement, membres de cette convention, vont réfléchir afin de tracer une ligne directrice pour la protection de nos ressources marines. La cérémonie d'ouverture est prévue pour demain, mardi. Suivant les enjeux de cette rencontre avec la coordinatrice de la protection du bassin du Congo et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka. C'est la traduction de plusieurs années de bataille pour nous, États africains. Là, il y en a 22 sur 54 qui portent le littoral contre tous ces effets négatifs qui sont un peu dus un peu souvent à l'exploitation de l'homme. La dégradation est faite par l'homme. Et on a souvent besoin de le rappeler, mais surtout de trouver des mécanismes qui permettent à chacun des pays qui ont signé en fin de compte ce document, d'avoir des outils pour lutter, pour préserver, pour protéger, conserver notre propre planète. Et donc c'est une grande convention à travers laquelle les pays africains qui sont en bordure des côtes se donnent la main pour mener le combat contre les aléas climatiques. Et c'est pour cette raison que tous les pays, tous les États partis accorde une importance à cette convention qui aujourd'hui va tenir, à partir d'aujourd'hui, va tenir sa 12e réunion. Et les points importants, c'est que demain, nous aurons à signer 4 protocoles additionnels à cette convention qui permettront de clarifier véritablement les activités, les missions de cette convention-là. Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain soir pour un nouveau journal sur RTI 1.